Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel. On est très heureux de vous retrouver avec Caroline pour aborder un transit important. Je crois que c'est l'aspect signature de cette année 2022, la conjonction de Jupiter et de Neptune en Poisson. Ils sont tous les deux, ils sont tous les deux maîtres du signe des Poissons, donc c'est un moment très fort. Et puis c'est un aspect qui va durer une bonne partie de l'année, déjà depuis février jusqu'en mai 2022, si on prend un orbe de 10 degrés, donc presque la moitié de l'année va être sous cet aspect. Et puis il est exact, Jupiter-Neptune, le 12 avril 2022, à 23 degrés du signe des Poissons. Il sera rejoint par Vénus en fin avril, du 27 avril au 1er mai. Et donc Vénus qui est exaltée en Poisson. Tout ça fait que c'est un aspect vraiment majeur, important, qui nous appartient maintenant de décrypter, d'analyser pour en savoir plus. On parle un peu de la combinaison Jupiter-Neptune ensemble, Caro ? Oui, très bien, oui. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, Jupiter-Neptune ensemble, ça me parle tout de suite de grands idéaux, de grandes visions, d'idéologie et des histoires qui nous mettent en mouvement, quoi. C'est un peu ce qui porte le collectif, quoi, en termes de vision, d'idées, d'idéologie, et parfois jusqu'au totalitarisme. Oui, bah oui, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de très idéal, j'allais dire, un idéalisme qui est renforcé peut-être par Jupiter, hein, qui annonce comme un nouveau possible, mais qui peut être aussi impossible tellement, comment on pourrait dire, qui a, oui, j'aime bien ce que tu dis par rapport à cette totalité, mais qui veut vraiment tellement, comment tu dis en français, embarquer les gens, enfin rassembler tellement les gens dans l'unité, avec une possibilité aussi un petit peu de ne pas prendre vraiment en compte les différences ou les individualités et de vouloir imposer quelque chose depuis une forme de fanatisme. Hein. Et c'est comme ce qu'on dit aussi quelque chose. Hein. Je pense que, pas au premier abord, on pourrait voir cet aspect comme un aspect lié à la politique, mais je pense qu'il a quelque chose dans la mise en scène du politique, Jupiter-Neptune, d'en faire, je ne sais pas, d'en créer une symbolique, mettre en avant certains symboles très forts pour justifier certaines idéologies ou certaines manières de voir le monde ou certaines visions. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une combinaison qui peut être vécue de manière extrêmement sensible, extrêmement symbolique, extrêmement spirituelle, et qui, quand elle se matérialise peut-être, quand l'archétype se dégrade, Ouais. ça peut être récupéré en fait à des fins politiques, à des fins idéologiques. C'est peut-être finalement le totalitarisme et les idéologies peut-être excessives, en passant par le conspirationnisme. Tout ça, c'est un peu, je dirais, comme une dégradation de cet archétype qui n'est pas vécu dans son côté féminin, ouvert, poétique, et qui du coup, en se matérialisant, se dégrade un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. Puis quand tu penses, je crois que c'est quand la découverte de Neptune, hein, c'est lié aussi au communisme. Donc il y a quelque chose aussi à qui finalement est devenu un totalitarisme, qui part d'un idéal ce grand rêve finalement. d'égalité, en fait, Voilà, ce grand ce rêve grand rêve d'égalité marxiste. qui dans la matière s'est traduit plutôt par beaucoup d'abus et beaucoup de désillusions aussi, quelque part. Après, Jupiter-Neptune, au niveau du collectif, hein, moi, ça m'évoque aussi les institutions, mais des institutions plus jupitériennes, Neptune, hein, et je crois que en 1945 ou en 1919, il y avait des aspects Jupiter-Neptune, c'est l'année de l'ONU ou de la Société des Nations. Hein. Et qui Donc c'est porte souvent aussi un un facteur idéal. d'entente. Ouais. Je crois que c'était André Barbeau qui disait ça, que Jupiter-Neptune, c'est un aspect d'entente. Hein. Alors il faudra voir comment on l'applique justement vu notre situation actuelle, hein, cette entente par rapport à des conflits, des coopérations, des nouveaux traités, je ne sais pas. Et en 1945, lorsque l'ONU est créée, il y a un idéal de paix et des droits de l'homme qui sont partagés.
il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis il y a la question de est-ce que ces droits de l'homme sont universels? Donc, est-ce qu'ils sont totalitaires, en quelque sorte, ou est-ce qu'ils sont un prisme occidental? Et c'est Oui, peut-être non, toutes ces questions-là aussi qui sont posées par ces conflits peut-être idéologiques avec Jupiter-Neptune. oui. Tu parlais d'institutions. En 1958, c'est aussi la création de la Ve République, dans laquelle on Mm, est aujourd'hui. C'était une conjonction Jupiter-Neptune en Scorpion. mm, Et donc, eh bien, le fait qu'on ait actuellement en pleine élection présidentielle une conjonction Jupiter-Neptune, ça apporte aussi un questionnement peut-être et un ouais. besoin de renouveau par rapport au sens de nos institutions. Et on voit qu'on est dans un moment peut-être en France de crise politique ou de crise institutionnelle qui se confirmera peut-être dans les prochaines semaines. Oui, c'est vrai que c'est un aspect Jupiter-Neptune que certains associent quand même pas mal à la République française de par cet aspect que tu disais aussi. Et je crois qu'en 2009, quand il y a Obama aussi qui arrive au pouvoir en Verseau, donc le socialisme, c'est aussi un aspect Jupiter-Neptune. Mm. Hein. On voit quand même, peut-être qu'après on pourra parler plus au niveau de nos vies individuelles, mais au niveau du collectif, il y a quand même ces ismes dans une volonté de mise en commun des ressources, de mise en commun de protection sociale, enfin, tous ces grands idéaux quelque part qui mettent l'humain en avant, puisque finalement aussi Neptune, il y a quelque chose, ça représente, je crois aussi le pouvoir de la foule, le peuple, les masses. Hein. Donc c'est et avec Jupiter aussi, est-ce que je ne sais pas, il peut y avoir aussi cette envie de passer une nouvelle vision ou idéologie dans la masse. Mm. Alors, si on regarde un peu plus peut-être au niveau individuel maintenant, puisqu'on a parlé de ce côté collectif, euh, moi j'aurais envie de dire que c'est quand même un aspect qui peut apporter un optimisme, débordant, une foi avant la providence, un enchantement. Mm. Et puis peut-être des grands rêves, des grandes ambitions, et peut-être derrière aussi des illusions. Ah bah oui, je pense que je me demande d'ailleurs si dans quel sens ça arrive, tu sais. Est-ce que euh, il y a d'abord cette, je pense qu'il y a toujours un emballement, l'emballement d'un nouveau possible, d'un nouveau rêve, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle coopération, d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau projet. Et je pense que vraiment le défi de cette conjonction, on verra après ce qui est dans le signe du poisson, c'est pas oublier la Vierge en face, c'est pas oublier le discernement. Hein. Pour ne pas percevoir, pour ne pas, comment tu dis, poursuivre un nuage ou quelque chose qui est finalement un feu de paille, quelque chose qui retombe. Il y a quelque chose aussi où Neptune, il y a quelque chose d'hollywoodien dans Neptune. On nous vend du rêve, tu sais, il y a quelque chose de l'ordre de la magie. Donc c'est beau parce qu'on a envie de croire avec Jupiter, d'avoir la foi en cette nouvelle magie, surtout vu ce qu'on vient de vivre dans le collectif et ça nous a quand même tous impactés dans l'individuel. Et c'est vrai que ça va être, je pense aussi, et peut-être que pour certains qui ont un thème un peu plus sceptique à la base, j'allais dire moins neptunien ou idéaliste, ça va être aussi peut-être le défi d'y croire. Tu sais, je me dis quelqu'un qui a un thème beaucoup plus rationnel, entre guillemets, gouverné par des planètes plus rationnelles, avec Jupiter, Neptune en Poisson, le défi, ça va être est-ce que j'ai le droit de croire à quelque chose, quoi. Même si je ne le comprends pas, même si je ne le saisis pas, même si je ne peux pas le Et rationaliser. j'aurais envie de rajouter, est-ce que j'ai le droit de croire à quelque chose de beau? Parce qu'on peut aussi croire à des choses laides, en fait. On peut aussi, tu Oui, vois. c'est vrai. Non, mais en fait, on peut aussi s'enfermer dans un rationalisme ou dans un matérialisme ou dans un cartésianisme, peut-être, et vivre ce Jupiter-Neptune comme un accroissement de quelque chose qui serait sombre, en fait. Et il y a enfin, j'ai un peu de mal à l'exprimer, mais c'est comme Ah, si si, Jupiter-Neptune nous invitait aussi à voir le beau, en fait, à la beauté qui nous traverse, en fait. Et oui, ça, parce ça que. demande d'accéder au rêve, à l'imaginaire. Mm, mm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que Jupiter amplifie tout. Donc, amplifier Neptune, il y a aussi cette nostalgie de l'ailleurs qui peut vouloir
nous faire pas, au contraire, aller dans le monde artistique et symboliser, mais vraiment rentrer dans une sorte de spleen profond, de désabus du monde, de l'humain et de vouloir s'échapper de ça. Je pense qu'une des grandes aussi au niveau individuel, peut-être zone d'ombre de cet aspect, c'est où est-ce qu'on fuit. Où est-ce qu'on fuit dans des idéologies, dans des fausses promesses, en suivant des faux gourous, des fausses philosophies. Alors, c'est pas forcément qu'elle soit fausse, je ne sais pas s'il y a une question de vérité ici, mais en se faisant complètement happer par quelque chose qui a la promesse que ça va nous résoudre tout d'un coup de baguette magique, tout ce qu'on n'a pas réussi à résoudre. Qui en et fait ça peut est être la même chose de la part des politiciens aussi. Qui en fait est une solution totalitaire, c'est-à-dire qui nous dit voilà, c'est la solution, c'est la voie à suivre, c'est le bon courant de pensée, la bonne religion, et ça va me sauver en fait. Il y a ça aussi avec Jupiter-Neptune, l'idée d'être sauvé par quelque chose. Et ça va être très important dans ce qu'on va développer par rapport aux poissons, mais il y a cette quête de sauver ou d'être sauvé. Il y a la quête d'être sauvé et à la fois aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas, avec Jupiter qui est toujours en soif de conquête et Neptune qui est ce rêve, le besoin de nouveaux, tu sais, ça me fait penser quand ils ont marché sur la Lune, quoi, de nous faire conquérir de nouveaux espaces, mais de nouveaux espaces neptuniens, donc c'est des nouveaux espaces de rêve, de nouveaux espaces de création, de nouveaux espaces aussi de grande confusion. Ouais. C'est possible. Et on verra les œuvres peut-être aussi au niveau artistique, au niveau cinématographique, puisque c'est aussi un aspect qui nous parle de cinéma. Quelles seront peut-être les œuvres ou les films qui seront marqués par cet aspect Jupiter-Neptune. Je crois qu'il y a la sortie de Avatar 2 là, cette année, qui avait été un film très Jupiter-Neptune. Mais on verra quelles sont les œuvres et les mondes qui nous seront proposés, parce que c'est aussi grâce à l'art, grâce à la poésie, grâce au cinéma, qu'on peut voyager dans d'autres mondes. Et ça nous ouvre, c'est une manière de nous ouvrir notre réalité. Oui, et là, je pense qu'on touche vraiment, pour le coup, Jupiter-Neptune en poisson. Oui. Ces autres mondes subtils, artistiques, créatifs. C'est aussi tous les rêves, mais peut-être tous les rêves qu'on peut faire aussi le soir, notre vie onirique, la richesse de notre vie onirique. Alors, ça fait un moment que Jupiter et Neptune sont dans le signe des poissons, enfin que Neptune surtout. Tu te souviens depuis quelle année Neptune? Oui, parce que ma fille est née avec 0 degré Neptune Chiron. Donc, et elle est née en quelle année? C'était en 2011. 2011, donc ça fait quand même Et déjà donc, un moment. mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Neptune est rentré en 2011 en Poisson avec Chiron, dans la conjonction. Ils avaient une conjonction exacte. Donc, c'est intéressant que le cycle de Neptune en Poisson a commencé, je trouve, avec Chiron. Quelque chose aussi de l'ordre peut-être de la blessure et de la guérison avec Neptune. Et puis, une autre chose intéressante, c'est qu'il y a toujours quand même ce sextile avec Pluton. C'est-à-dire que Pluton et Neptune sont en sextile depuis les années 1940 à peu près. Et que donc, ce dont on va parler là maintenant, ça parle aussi de ce sextile avec Pluton. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Pluton est jamais très très loin. Et quand on parle des idéologies totalitaires, du naufrage, de certaines utopies, ça parle aussi de cet aspect-là. Oui, c'est vrai. Oui, oui, ça parle aussi quelque part d'une réalité, d'un besoin de transformation de nos institutions, parce que nos institutions sont basées sur devraient être basées sur un projet commun, collectif, qui nous porte pour qu'on y adhère. Il faut que ça nous porte, il faut que ça nous touche dans Neptune aussi. C'est pas, il faut qu'on ait envie d'y adhérer. Il faut qu'il y ait un sens, en fait. Il faut qu'il y ait un sens en partage. Au-delà des institutions, c'est les idéologies, en fait. C'est les idéologies qui nous portent. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un moment où le libéralisme, où le capitalisme a triomphé et en même temps, il est contesté. Et donc, il donne lieu aussi à d'autres totalitarismes qui sont autour. Et puis, il y a quand même un phénomène qui est majeur ces derniers temps, c'est quand même les théories du complot. Qui sont un peu partout. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un côté qui est très Neptune-Pluton quand même. Ah oui, c'est très Neptune. J'ai écouté quelque chose, j'ai écouté un podcast ce matin sur les chemins de la philosophie d'un psychiatre
Et il disait, finalement, en temps d'incertitude, on a besoin de se raccrocher à des certitudes. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose que Jupiter, Neptune nous demande d'apprivoiser, c'est le flou, surtout en poisson, c'est le flou et le mystère. Donc ça va nous demander de devoir avancer avec plein d'inconnus, puisqu'on est au début de quelque chose de nouveau, mais c'est pas encore très forgé, c'est pas encore très concret. On sait juste qu'il y a ce possible qui est là. C'est peut-être pour ça que certains avec Jupiter-Neptune vont s'emballer parce qu'ils vont vouloir mettre une voix tout de suite ou dire j'ai compris ce que c'était et voici ce que c'est, ou tu vois. Et je pense que c'était intéressant ce que tu disais finalement, c'est peut-être l'art ou ce qui va se passer aussi dans le collectif, quels sont les symboles qui sont importants, même le boom de l'astrologie. En plus, la conjonction Jupiter-Neptune, elle est conjointe à Urania, qui était la muse de l'astronomie, donc astrologie, puisque c'était pas séparé. Mais même ce boom qu'on peut voir aussi sur les réseaux de ce langage des étoiles, je trouve que c'est très Jupiter-Neptune. Alors, Jupiter est entré en Poisson l'an dernier. Il a fait une 13 mai. incursion. Et puis, en fin de l'année 2021, donc, il est retourné dans le signe du Poisson. Et puis là, donc, il fait sa grande traversée puisqu'il approche de Neptune. Je vous rappelle que cette conjonction dont on parle sera exacte le 12 avril de 2022. Mais il faut y voir un aspect qui nous tient depuis février et qui nous tiendra une bonne partie quand même de cette année, comme un aspect un petit peu signature de cette année. Et puis, il y a un certain nombre de manifestations dans le collectif. J'ai envie de dire un petit mot quand même sur la guerre en Ukraine. Oui, parce que c'est une guerre qui s'est manifestée de façon très, très plutonienne. Et qui a entraîné une vague de réfugiés notamment, et ça c'est Jupiter-Neptune. On parlait de fuite tout à l'heure, mais fuir son pays en guerre, voilà quelque chose qui est Jupiter-Neptune. Et puis la capacité des autres à déployer un élan de soutien et de solidarité qui tout d'un coup d'ailleurs apparaît, c'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que il y a une vague d'élan de soutien et de solidarité pour ces réfugiés-là en particulier. Et donc, c'est un peu comme un emballement très oui. Jupiter-Neptune. Et puis, il y a des côtés plus sombres aussi. Je disais là dernièrement qu'il y avait de la prostitution qui se développait à la frontière ukrainienne, qu'il y avait en France que les agences patrimoniales débordaient de Français qui veulent épouser des Ukrainiennes. Donc, il y a aussi tout ce côté-là d'ombre de ce Jupiter-Neptune et du Poisson qui peut être comme ça, je trouve. Oui, Dans un oui, mais c'est côté, quelque chose de très… le côté sans limite et quand le rapport à la prostitution, c'est quelque chose qui est très Oui, c'est Poisson quelque aussi. chose de très Poisson aussi. Et c'est fou parce que Jupiter-Neptune en 1953, c'est la mort de Staline aussi. Donc, il y a quelque chose qui est certainement lié. André Barbeau, je crois, disait qu'il y avait aussi un lien Jupiter-Neptune avec l'URSS. Oui. Non, mais ça, c'est clair. Et de toute manière, j'ai l'impression que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est comme si on vivait des boucles temporelles au niveau collectif. C'est comme si on vivait des choses du passé. Et tu vois, il y a Saturne en Verseau qui est carré au nœud lunaire. Et ce Jupiter-Neptune, je trouve que ça vient flouter un peu quand même les lignes du temps. C'est comme si, oui, et puis ça vient flouter lignes les frontières aussi, parce que finalement, frontières. cette guerre est basée sur un problème de frontières. Les frontières et des frontières qui ont été établies dans le passé et qui n'ont pas été et qui n'ont pas été et qui sont contestées en fait aujourd'hui. Donc c'est comme s'il y avait aussi beaucoup de mémoires qui sont réveillées en fait. Oui, puis les mémoires aussi des alliances Jupiter-Neptune internationales, qui appartient à quelle organisation d'entente internationale. Et comme Saturne et Mars sont encore assez proches, même s'ils vont, il y a aussi cette question de l'autorité, quelles sont les allégeances aussi un petit peu. Et puis tout ça, de toute façon, s'inscrit dans le grand paradigme Jupiter-Saturne qu'on avait évoqué au tout début du signe du Verseau. C'était en décembre 2020. On parlait, c'est un grand cycle, mais on parlait d'un nouveau paradigme, d'un nouvel ordre international. Et on voit bien que cette guerre vient
Ouais. sorte bouleversé. C'est vrai qu'avec Jupiter et Neptune, on peut difficilement se passer quand même de dire tout ça sur le collectif, parce que c'est un Bah, aspect qui c'est va deux planètes notamment… collectives voilà. quelque part aussi. Ouais. Donc et surtout, j'allais dire finalement, les personnes qui vont être le plus touchées dans l'individuel, c'est les personnes où il y a vraiment un aspect 23 degrés du Poisson, de la Vierge, du Gémeaux et du Sagittaire. Bon, après, on peut regarder aussi par sextile, par trigone et par carré. Par carré, je viens de le dire, pardon. Mais je pense que finalement, c'est quelque chose qui marque le collectif, puisque après, quand on va regarder finalement les thèmes des gens qui sont nés, par exemple, en 2022, leur aspect Jupiter-Neptune va être un aspect générationnel qui marque leur année et le collectif. Mm. Mais si on parle peut-être un peu plus, tiens, de l'individuel, Jupiter-Neptune en Poisson, moi, ça me fait tout de suite penser à quelque chose de très aquatique, enfin beaucoup d'eau, quoi. Il y a un peu comme un grand débordement émotionnel, quoi. C'est un peu le navire qui prend l'eau et c'est la grosse vague, le tsunami qui déborde le barrage. Et ça, c'est une force de mutation, c'est un signe mutable. Et donc, c'est comme si cette grande vague nous emportait et nous forçait en fait à muter, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est joliment dit, oui. Et après, oui, il faut toujours faire attention aux débordements, quoi, comme aux inondations intérieures, d'aller aussi dans quelque chose où on est submergé par quelque chose. Et puis, c'est une occasion quand même de croissance intérieure. C'est quand même l'endroit très, très yin de Jupiter. C'est son domicile voilà, qui est féminin et qui ouvre une croissance intérieure, spirituelle, une force de guérison potentielle. Oui, quelque part, c'est un peu comme on disait, cette sensation qu'on attendait quelque chose de nous sauve. Jupiter, Neptune en Poisson, c'est notre vie intérieure qui va nous sauver, quelque part, par Ouais. rapport à tout ce qui se passe, soit pour donner du sens. Je pense aussi qu'il y a une dimension de pardon. Alors, Ouais, je suis ça peut d'accord avec sembler toi. un peu chrétien, ce que je raconte là, mais je pense qu'il C'est faut un aspect chrétien de toute façon. c'est Enfin, un je veux aspect dire. chrétien, voilà. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui nous demande de prendre de la hauteur pour voir ce qui dans nos vies demande à être sacrifié. Mais tu sais, le sacrifice de quelque chose finalement qui nous empêche, ce que tu disais, cette croissance intérieure, cette maturité intérieure, cette ouverture, parce que c'est un aspect de dissolution aussi. Donc, on doit dissoudre Ouais, des c'est une choses grande là où on avait mis dissolution. des frontières étriquées. Alors, surtout si ça vous touche sur votre soleil, ça va être de qui vous étiez, de votre lune, votre monde émotionnel, de Vénus, de votre manière de vivre l'amour, Nos Mars, de rôles, en votre manière fait. d'agir. Nos Oui, rôles, parce que finalement, enfin, il y a aussi ce côté métamorphose, quoi, et multiples visages. Mais je suis tout oui. à fait d'accord avec toi. Ce côté sacrifice, il est très important. C'est-à-dire qu'on voit souvent le signe des poissons comme bah, le signe très spirituel, de rêve, mais on oublie que c'est le dernier signe du zodiaque et qu'il y a une symbolique de sacrifice en fait très forte. Et dans tous les grands mythes, que ce soit le mythe chrétien avec la passion du Christ ou Dionysos qui meurt et qui est Surtout que déchiqueté. l'aspect a lieu pendant la semaine sainte. Hein. Voilà, c'est clair. Et il y a toujours dans ces grands mythes un sacrifice. C'est-à-dire que pour que le renouveau s'accomplisse, pour que le retour à l'origine se fasse dans un mouvement très, très circulaire, il y a ce besoin de sacrifier quelque chose, de sacrifier quelqu'un, de sacrifier quelque chose. Et on a peut-être perdu ce rapport au sacrifice. Et pour autant, Oui, et puis je crois que l'énergie sacrifier, ça veut reste. dire rendre sacré. Ça veut dire rendre sacré. Donc, c'est passé dans une autre dimension, dans une dimension symbolique. Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi, Jupiter-Neptune, moi ça m'évoque la grâce. Mm. Tu sais, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais tu sais, d'être touché par la grâce. Il peut y avoir des gens qui vont avoir des épiphanies aussi dans la beauté de cet aspect, pour pas parler que de la désillusion. Mais vraiment, justement, peut-être en étant, tu sais, quand tu sacrifies quelque chose que tu résistes tellement à sacrifier, et au moment que tu acceptes de sacrifier cette partie de toi-même, un boulot, une relation, quelque chose auquel, justement, Saturne, depuis quelque temps, nous faisait tellement tenir, on va peut-être être touché par une expérience qui nous permet d'avoir foi et de continuer à notre chemin, parce que quelque chose s'est passé. Je pense qu'il peut y avoir vraiment
ces épiphanies où on est touché par quelque chose et ça peut durer une seconde, mais ça nous change. De toute façon, lorsque Dionysos est déchiqueté, lorsqu'il s'offre en sacrifice, il est reconstitué à partir du cœur. Donc Oui, c'est c'est aussi ça. ça. C'est un aspect. Je trouve que la plus belle manière de vivre cet aspect, c'est quand même de le vivre au niveau du cœur, quoi. Ça peut paraître bête, mais c'est de vivre ce pardon, cette tolérance, cette générosité, cette compassion pour l'autre. Et donc ça peut être que dans un rapport horizontal, circulaire et au niveau du cœur, je trouve. Oui, et c'est marrant, est-ce que tu verrais pas aussi un lien, parce qu'on parle de cette ère du Verseau, hein. Donc il faut savoir que l'ère du Verseau, comme elles vont dans les sens inverses, hein, l'ère d'avant, c'est le Poisson. Est-ce que c'est pas la dernière, tu sais, en plus ils sont à 23 degrés, ils sont dans la fin du Poisson. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'apprendre vraiment cette ère du Poisson, ce dernier sacrifice en tant qu'humanité pour s'ouvrir à l'ère suivante, en fait. Oui, et puis peut-être qu'on a mal compris ce que c'était l'ère du Verseau, parce que j'ai l'impression qu'on vit l'ère du Verseau pour l'instant de manière très verticale, très uranienne en fait, mais peut-être très matérialiste encore. Et il faut peut-être accepter le chaos de ce Jupiter-Neptune qui nous ouvre au féminin, qui nous ouvre au mystère. C'est une porte qui est moins confortable parce que j'ai l'impression que pour l'instant, l'ère du Verseau, elle est très mentale encore. Et là, Jupiter-Neptune nous propose un passage par le sensible. Oui, et surtout qu'on édifie sur les ères d'avant. Donc, quelque part, tant qu'on n'a pas tiré la leçon de l'ère passée, on ne peut pas édifier dans le sens créer quelque chose sur le dessus. Et je trouve que là, justement, on en parlait tout à l'heure, mais l'art, la poésie, le rapport au beau peut nous aider Oui, à traverser cet aspect surtout que énormément. Vénus s'invite à la fin dans l'équation. Hein. Alors Vénus va entrer dans quelques jours là en Poisson. J'ai plus les dates exactes de son entrée en Poisson, mais elle va y rester un mois, je crois. Oui, En c'est tout ça, ouais. cas, du 27 avril au 1er mai, elle va passer de Jupiter à Neptune, des degrés 24 au degré 28. Mais c'est un aspect qui, pareil, hein, va nous durer sans doute tout le temps où Vénus va traverser les Poissons. C'est quand même un moment assez extraordinaire et c'est pour ça que c'est un aspect phare quand même de cette année 2022 et signature parce que c'est quand même le moment où ces trois planètes des Poissons se retrouvent. Jupiter, maître traditionnel, Neptune, le maître contemporain, et Vénus est exaltée en Poisson parce qu'elle y déploie toutes ses qualités féminines, tout son romantisme. tout son romantisme, et c'est vrai, de charme, de sensualité, d'exotisme. Et donc, c'est un moment où les énergies Poissons sont très, très fortes et ça peut être des vrais cadeaux quand même. Ça peut être des moments, comme tu dis, de grâce et d'une certaine bénédiction qui nous tombe dessus. Oui, surtout que Jupiter et Neptune, hein, dans la tradition, c'est les deux planètes bénévolentes, je ne sais pas si on dit ça en français, c'est du zodiaque. Hein, c'est qui apportent la bonne fortune, hein, quelque part. Jupiter et Vénus. Et Vénus, oui, pardon. Oui. Oui, Jupiter et Vénus, oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc, alors, cette très, très bonne fortune, parfois, ça peut être excessif. C'est quand on mange trop de bonnes choses et on a une indigestion. Oui, ou qu'on s'emballe pour un truc amoureux et qu'on laisse la passion des sentiments flouer un peu notre jugement, quoi. Alors, j'écoutais là ce matin The Astrology Podcast et il y en a un qui disait que Vénus, Neptune avec Jupiter, c'était les princesses Disney, quoi. C'est les contes de fées, les contes de fées et les princesses Disney. Donc, vous pouvez vivre un conte de fées, mais attention et en même temps, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire et de partager, c'est que parfois, les illusions, elles sont nécessaires, en fait. Et ça me fait penser ça à quelque chose que pouvait dire Sandrine Veriken, c'est parfois, en fait, on a besoin d'une illusion, même si dans quelques mois, dans quelques temps, on désillusionnera, quoi. Donc, on fera, et puis on se dira, mais merde, mais qu'est-ce que j'étais bête et qu'est-ce que j'étais con. Mais sans cette illusion, en fait, je ne serais pas allé à des endroits qui étaient nécessaires à ma croissance intérieure, en fait.
Oui, oui, des fois, on a besoin. Ah bah oui, sinon, j'habiterais pas au Guatemala, hein. Voilà. Et moi, Faudrait que je me dise. j'aurais pas passé 6 mois à préparer et à passer un concours Moi, qui finalement s'est arrêté sur un non après 6 mois de travail. C'était une belle illusion Jupiter-Neptune. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas déployé tout le courage et la détermination dont j'ai pu il faut faire qu'on preuve. relise le livre de Balzac, Les Illusions perdues. Bah oui. Mais d'ailleurs, dans Les Illusions perdues, dans le film là récemment de David Gignoli, je crois, et ben à la fin, il y Ah a oui, tu m'avais envoyé cette phrase. ouais, le personnage, il perd tout en fait, il est trahi par ses amis et celui qui l'a trahi lui dit parce qu'il l'a trahi mais qu'il l'aime bien quand même, il lui dit je te rends à l'écriture parce que c'est un artiste qui s'était en quelque sorte perverti dans les jeux de pouvoir et les jeux sociaux et qui en étant trahi revient à sa condition initiale mais va pouvoir consacrer du temps à l'écriture en fait. Donc, c'est peut-être aussi tout ça, cette désillusion, c'est aussi celle qui nous rend à l'art, à Ah la oui, c'est beauté, à beau. l'écriture. Ouais. Oui, à une forme de qu'est-ce qui nous reste, quoi. Mm. C'est peut-être le moment aussi, Jupiter-Neptune, de convoquer la déesse Mémosine, tu sais, cette personnification de la mémoire qui De inspirait la les mémoire. poètes. C'est la sœur de Chronos et Mm. d'Océanos, c'est la mère des muses. C'est une Celle, muse, oui, ouais, d'Apollon. celle qui sait tout ce qui a été et tout ce qui sera. Donc, c'est au-delà du temps. Et les poètes peuvent s'abreuver directement à cette source, en fait, à la mémoire des origines. Et je crois qu'il y Oui, a quelque j'aime chose bien. de ça, de cette muse, de cette déesse Mm. Mémosine que l'on convoque avec Jupiter-Neptune. Oui, c'est ce que disait Kundera de cette mémoire qu'il existait dans notre cerveau, une zone, j'aime bien cette citation, une zone du cerveau qui serait une mémoire poétique. Hmm. Euh, et, euh, et d'ailleurs, c'était Brian Clark, hein, qui est un astrologue australien, qui disait la différence justement entre une mémoire plus mercurienne, tu sais, de faits, et que la mémoire de Mémosine, c'est plus une mémoire des ambiances, des sons, des couleurs. Mm. Et ça, avec Vénus, ça va être un beau moment pour ça, de Ah bah oui, contacter ces couleurs, ces ambiances, ouais. c'est tout aussi les sensations physiques qui peuvent être Mm. réveillées par l'amour ou et l'imagination florissante qui peut être la nôtre Mm. dans ces moments-là. Donc je crois que Oui, c'est beau. c'est un aspect qui va nous faire du bien quand même après tout ce côté très très saturnien Oui. qu'on a pu vivre ces dernières années. C'est l'occasion vraiment d'expérimenter autre chose. Mm. Voilà. Plus cotonneux. Alors, regardons un peu peut-être cette configuration astrologique Oui. dans les 12 maisons pour vos 12 ascendants. Donc, comme d'habitude, hein, on regarde les signes ascendants et on regarde dans quelle maison astrologique ça tombe. Oui. Donc, on commence avec le signe du Bélier. Et donc, Jupiter-Neptune en Poisson à 23 degrés. Elles ne sont pas très loin peut-être du Bélier, mais sont toujours en Poisson dans la maison 12, Mm. hein, qui est cette dernière maison. Ouais. Ah, c'est une grande dissolution, non Alors, qui se joue dans la maison 12, qui est quand même cet endroit du thème souvent très difficile à saisir, hein. Donc, peut-être que pour les ascendants béliers, ce sera plutôt à un niveau très antérieur, hein, de ce qu'on disait. Ce qui n'empêche pas des moments de grâce, de se laisser inspirer justement pour que ce bélier puisse renouveler sa graine ou son identité ou sa façon de voir le monde, hein. Mais c'est quand même un aspect qui agit, je trouve, très en profondeur, hein, au travers des rêves. C'est comme si la maison 12, finalement, elle vivait les archétypes de manière pure, en fait, sans qu'ils C'est soient beau ça. appliqués au quotidien. Donc finalement, tout ce qu'on a pu dire comme archétype de Jupiter, Neptune, c'est peut-être le moment de vraiment les ressentir dans une Ouais. connexion directe, que ce soit à travers l'art, la beauté, la spiritualité ou la nature, mais vraiment de vibrer cette qualité d'énergie de manière pure et pas forcément de manière appliquée à un des domaines de vos vies. Oui, et surtout pour le bélier qui a cette impulsion d'exister, là, il est ramené dans quelque chose où il doit accepter de faire partie du grand tout, quoi. Mm. Et en même temps, le bélier a toujours dans son inconscient quelque chose qui le relie vraiment au grand tout. Oui. C'est ce premier signe, mais qui à l'intérieur peut être très relié.
Et donc, peut-être voir s'il n'y a pas des choses qui vous relient aussi au passé, à vos ancêtres, à des mémoires lointaines. C'est peut-être aussi tout ça qui peut être réveillé par une Ouais. hypnose. Pour les ascendants taureaux, Jupiter et Neptune seront dans votre maison 11. Vous serez peut-être touché au niveau du collectif déjà, parce que Oui. c'est un aspect qui est très, très collectif. Donc peut-être que par votre occupation, par ce que vous faites, vous êtes touché par quelque chose dont on a parlé, Jupiter-Neptune, que ce soit l'impact de la guerre. On n'a pas parlé, mais aussi de tout ce qui va être énergie, gaz, inflation. Qui peut aussi vous affecter de par le collectif ou alors à travers peut-être la politique. Mais il y a quelque chose dans cette maison 11 quand même qui est très en lien avec le collectif, et quand on a un tel aspect qui touche, qui porte une énergie forte pour le collectif, c'est vrai que c'est là qu'on ira chercher en premier. Oui, et surtout que Jupiter, il était en joie pour les anciens dans la maison 11, parce que c'était la maison du Good Diamond, tu sais. Donc il y a peut-être aussi dans l'aspect lumineux de Jupiter-Neptune en poisson, alors toujours avec le discernement de ne pas se faire séduire par un projet justement du collectif, mais il peut aussi avoir la possibilité qu'un projet collectif voit le jour, ou qu'aussi il y ait des propositions d'associations créatives. Ouais, ou qu'il y ait un projet avec des amis qui soit très inspirant ou très, Ouais. voilà, quelque chose qui vous embarque dans une belle aventure aussi. Ça peut être ça aussi, la Mais maison 11. oui, c'est intéressant parce que le mot embarquer, c'est toujours. Je me dis, il faut faire attention quand même de garder sa propre barque. Tu vois. Ouais. Mm. C'est très Jupiter-Neptune ce mot embarquer en fait, parce qu'en Embarquer en plus il y a le mer, ouais. symbole de l'eau. Ouais, Ouais. c'est clair. Ouais. Mais attention qui est le capitaine, quoi. Moi, je dirais. C'est vrai. Mm. Alors, pour le signe des Gémeaux, eh bien, Jupiter-Neptune est dans votre maison 10. Alors, ça peut se passer. Alors, la maison 10, c'est la maison publique. Donc, c'est ce qui se Oui, passe au niveau exactement. C'est la vie public. publique. C'est la vie publique. Donc, quel statut, quel rôle peut être Mm. impacté par ce Jupiter-Neptune? Quel espoir Ouais. au niveau professionnel vous pouvez avoir, ou quelle désillusion peut-être vous allez vivre? Mais il y a quelque chose de ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 vraiment, hein, c'est la maison où on voit. Alors, parce que trop rapidement, on la lie au vocationnel, professionnel, mais c'est vrai, enfin au professionnel, mais c'est vraiment notre appel, je trouve, du monde. Parfois, il y a des gens qui le professionnalisent, parfois d'autres, c'est la maison 6 qui nous fait vivre généralement au quotidien. Hmm. Hein. Donc, il y a peut-être aussi. Ça peut avoir différents cas de figure. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui y a un nouveau projet qui émerge, hein, une nouvelle opportunité. Ouais. Voilà, qui est très Et séduisante. Hein. Toujours, je pense qu'avec ce poisson, Vénus, enfin Vénus qui là est un peu loin, mais qui sera pas loin, il peut toujours aussi avoir la tentation d'être séduit par quelque chose. Mais Voilà. tu as raison, c'est le moment peut-être de vivre un appel, en fait, une vocation aussi, Aussi. même si c'est pas que ça. Ça peut être aussi une vocation, en fait, un appel, quelque chose au niveau professionnel, ou un rôle à prendre au niveau public. Oui. Ça peut être ça. Oui, on peut imaginer Jupiter-Neptune de capter quelque chose, ou justement même par rapport Mm. à la crise actuelle, de se dire Mm. tiens, il y a vraiment quelque chose où on est touché par. Mm. Ou ça peut être parce qu'on parle quand même avec Jupiter, Neptune et Vénus, on peut parler aussi beaucoup d'amour. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui devient publique. Oui, ça aussi. Mm. Ça peut être un changement de statut. En effet, Ouais. hein, pour l'astrologie plus traditionnelle, hein, on voyait les divorces, les Mm. mariages en maison 10. Pourquoi? Parce Mm. qu'il y a un changement de statut social. Mm. Mm. Pour le signe du Cancer, Jupiter, Neptune tombe dans votre maison 9. Alors peut-être que vous allez vous passionner pour l'astrologie, pour le mysticisme, ou que Bah vous allez oui. vivre une révélation spirituelle, Mm. ou vous avez un objet d'étude fort dans ce domaine-là. Ou Ou un peut-être que vous voyage avez un aussi, voyage, ouais, c'est ça que j'avais envie de dire, un voyage intérieur ou au extérieur. bord de l'océan. Bah oui, peut-être que vous allez vous embarquer pour un ailleurs, pour les Indes. Mm. Le tour du monde solitaire. Ouhou. Non, mais il y a quelque chose de ça, c'est peut-être un appel vers un ailleurs.
Oui, et puis il y a peut-être aussi dans cette maison neuve une dissolution de croyances, Oui. une dissolution d'une vision de la Mm. vie, une dissolution d'une manière vraiment d'envisager son futur, c'est possible. Mm. Ou peut-être qu'il vient d'ailleurs d'une désillusion, hein. Peut-être qu'il y Mm. avait quelque chose auquel on s'accrochait qui tout d'un coup fait flop, mais ça nous permet peut-être de lâcher, je sais pas, un attachement à des choses matérialistes, à un job, à un- Pour les ascendants Lion, Jupiter-Neptune tombe dans votre maison 8. C'est Alors, intéressant. est-ce qu'il y a des mouvements financiers importants? C'est ça qui me vient moi tout de suite. Est-ce qu'il y a des mouvements financiers? Est-ce qu'il y a de l'héritage, une question Oui, c'est vrai de que perte quelque part? Parce que ça peut être ça aussi, Jupiter-Neptune. oui, c'est la mise en commun en maison Mm. 8. On met en commun notre argent, c'est aussi de l'argent qu'on reçoit par héritage, c'est les investissements, Mm. c'est aussi l'héritage. Alors on peut, dans le poisson aussi, est-ce que on pourrait même imaginer quelqu'un qui reprend l'héritage dans sa filiation hein, Ouais. artistique aussi, hein. C'est pas seulement, Oui, c'est vrai. tu vois, il y a Mais ça quelque peut chose aussi peut-être. être une fuite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fuite aussi. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait insister sur le côté fuite. Parce qu'il y a Fuite une perte, parce qu'il y a une mort dans la maison 8. parce qu'il y a une mort, parce que ça peut être fuir la réalité, parce que ça peut être de l'argent qui fuit ou qu'on a du mal comment dire, à récupérer. Ouais. Euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas envie d'insister que sur le côté Moi, négatif. on va aller dire dans le côté possible, ça peut être une association créative, Ouais, c'est ça vrai. peut être un processus profond de transformation intérieure qui est la vision moderne de la maison 8, Mm. j'allais dire, où vraiment on ose sacrifier peut-être un héritage familial de certaines valeurs qui nous a Mm. empêchés d'aller vers notre créativité. Parce qu'un ascendant lion, il a quand même besoin de s'exprimer. Mm. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien Mm. avec trouver sa place créativement qui Mm. est favorisé. Ça peut être un amour aussi, Plutôt un marrant. amour caché. Non, mais c'est vrai, un amour caché, non? Un amant, oui. Un Un amant. amant très romantique. Un amant très romantique qui vous comble. Ah, j'ai l'impression de faire l'horoscope du L. Pardon. Tu peux leur demander hein, si pour toi ça tombe où, t'as pas une opportunité. Alors ensuite, pour la Vierge. Vierge. La Vierge aussi, c'est très romantique, hein, maison 7. Alors Jupiter-Neptune tombe dans votre maison 7. Alors ça peut être le conjoint, c'est vrai, ça peut être le rapport à l'autre, au conjoint, au partenaire. Donc Ou une rencontre ça aussi peut pour être ceux qui ça sont peut être une belle, célibataires. Là, on a c'est vraiment vrai. viré elle. Pour Non les mais c'est vrai. célibataires, pour ceux qui sont en Non couple. mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai en plus. ça peut être Bah oui. une belle relation avec le fait attention à pas trop attendre de l'autre quoi. C'est ça que peut-être qu'on Oui. pourrait dire, c'est attention à pas se jeter dans les bras de l'autre comme s'il était un sauveur ou Mm. vous prendre ce rôle-là. Mais je trouve qu'avec cet aspect-là, il peut y avoir un côté rapidement sauveur-victime quoi. Pas forcément lié à cette maison-là, mais Oui, à cette configuration cette astrologique en configuration. ensemble. Oui, parce que c'était, je sais plus qui disait ça quand même, même avec le poisson, Vénus en poisson, même Neptune en poisson. Tout ça, c'est aussi au niveau amoureux une érotisation finalement de la souffrance, de quelque chose d'un peu Mm. torturé, de quelque chose qu'on doit sacrifier, d'un amour sacrificiel. Tu vois, dans Mm. le poisson, il y a aussi cet amour romantique, érotisé, tu sais, Au-delà de la vie et de la mort, c'est de la vie et de la mort, de ouais. quelque chose qui est impossible, mais qu'on a quand même envie de poursuivre. Mm, Donc, mm. oui, bah, on a envie d'être les héroïnes d'un roman, quoi, ou Ou les héros d'un parfois, roman. tu sais aussi avec Vénus-Neptune, on préfère vivre l'amour dans ses rêves que dans la réalité. Ah bah oui, moi j'ai Vénus-Neptune, tu sais, quand j'étais Moi aussi. plus petite, j'étais amoureuse des personnages de Ouais. romans. On fantasme en fait. Ben voilà, Moi, je fantasmais sur... c'est peut-être la belle au bois dormant. Vous voyez, vous voilà. attendez que le prince vienne vous réveiller. Bon, bah attention, parce que si le prince, c'est Saturne-Mars, Il arrive, il ça arrive. peut... Il arrive. Un beau guerrier. Alors, pour les ascendants balance, Balance. eh Maison bien, 6. Jupiter-Neptune tombe dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Donc peut-être qu'il y a l'occasion de vivre quelque chose qui vous sort de votre quotidien, peut-être justement. C'est une manière de s'évader du quotidien. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui apporte un côté un peu nébuleux dans le quotidien, une certaine confusion. Euh,
mais ça peut être aussi l'amour, encore une fois, qui rentre dans le quotidien. Oui, ou c'est peut-être aussi un besoin d'aligner son quotidien avec des valeurs plus Mm. immatérielles, plus spirituelles, Mm. de Mm. donner un sens justement à son quotidien qui va dépasser euh, ou mettre justement une qualité de sacré dans des petites choses auxquelles d'habitude on ne voyait pas cette qualité-là aussi. Hein. De création ou de sacré ou de créatif, hein, ça peut être aussi parce que la maison 6 est associée de manière matérialiste, disons, au travail au quotidien. Oui, aux Demandez-vous ce qui relations se passe par employées. rapport à cet aspect. Qu'est-ce qui se passe dans votre activité quotidienne, au travail, dans les projets que vous êtes amené à faire ou dans le poste qui est le vôtre au niveau professionnel aussi. Comment est-ce que ça peut vous arriver aussi par une structure professionnelle extérieure peut-être. Oui. Alors, notre ami Scorpion, eh bien, Vénus, Neptune, Jupiter dans sa maison 5. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Parce que c'est la maison 5 de l'expression solaire, du plaisir créatif, de l'expression de soi. Ouais. Donc, c'est un beau moment pour vibrer cette qualité justement d'énergie, je pourrais dire Vénus, Neptune, Jupiter. Diffusez-le autour de vous, quoi. Ah, c'est La moi. musique. Oui, pardon, c'est le téléphone. Oui, c'est aussi la maison 5, c'est la maison des enfants. Hein, donc, Ah oui. ça peut être aussi un projet d'enfant, hein, pourquoi pas, ou quelque chose qui arrive aussi avec. Alors, on ne dit pas que tous les ascendants scorpions vont tomber enceintes, mais en tout ça, peut-être. Après, ça peut être un projet créatif aussi qu'on porte comme un Oui, bébé, comme un ça c'est enfant, hein, sûr. quelque chose qui veut s'exprimer. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment l'occasion de beaucoup d'inspiration. Ouais. Et Après, si vous il est êtes... visité par les muses. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Il faut que vous convoquiez la déesse Mémosine. Oui, exactement. Et si vous êtes maman aussi, ou si vous êtes papa, bah, c'est aussi l'occasion de voir ce qu'il arrive à vos enfants. Peut-être que vos enfants vivent Mhm. une passion amoureuse Jupiter-Neptune. Mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu Euh, as raison. ou alors peut-être qu'ils font un beau... Enfin, je sais pas, moi je discutais là il n'y a pas longtemps avec Makiro et qui me disait que sa fille, elle chantait à l'opéra. Mhm. Et qu'elle est toute jeune et qu'elle chante à l'opéra parce qu'elle a peut-être ce transit-là dans sa maison 5. Oui, oui, ça peut être aussi une connexion différente à nos enfants, quelque chose qui nous... je trouve que les transits de Neptune, moi je me rappelle quand ça avait été en lien avec ma fille, c'est souvent des moments où il y a vraiment une connexion à l'enfant en nous, à l'enfance, où on touche une autre octave au lieu du rôle parental, quelque chose où vraiment peut-être il y a quelque chose qui se passe là. Et il y a peut-être une passion commune qui vous relie aussi, si on reste sur ce thème des Oui, c'est enfants. vrai. Mais il y a quelque chose de votre enfant qui vous appartient aussi, et il y a un miroir qui est troublant. C'est peut-être ça aussi avec Neptune, Ouais. je trouve. Alors, Sagittaire. Dans la maison 4. Alors, dans la maison 4, bah, il y a du monde à la maison, quoi. On a Ouais, l'impression. exactement. Si, c'est vrai, il y a du monde à la maison. Parce que lorsqu'on voit Jupiter qui a traversé là, ces derniers mois la maison 4, ça peut être que le foyer s'agrandit, quoi. Oui, puis surtout que c'est le régent du Sagittaire. Donc, il y a peut-être aussi un nouveau projet aussi de maison, hein, une Ouais. maison qui s'agrandit, comme tu dis, Mm. la maison s'agrandit avec physiquement ou Ou ça peut être un chien, créativement. hein. Ou ça peut même être un chien. Non, mais c'est vrai, ça peut être un chien aussi. Alors Jupiter, tu sais que c'est les animaux, je crois, gros. Donc c'est Ouais. peut-être un gros chien. Un poney. Ou Jupiter, Neptune, un animal un peu loufoque. Ouais. Surtout qu'en plus, Vénus est maître de votre maison 6, donc ça peut clairement être un animal. Oui, c'est vrai. Mais ça peut aussi, cette maison 4, c'est aussi ce qu'on vit dans l'intime de manière très intérieure. De quoi est-ce que vous êtes enceinte Oui, qu'est-ce que vous portez en quelque sorte? Quel rêve, quel projet vous portez? Et qui ensuite, lorsque Jupiter, Mars vont entrer là au mois de mai dans le signe, dans votre maison 5, comment est-ce que vous allez pouvoir le manifester créativement? C'est peut-être ce moment, tu vois, oui. de gestation créative, ce moment où on ne parle pas
surtout ne pas en parler, mais qu'on le garde et on le cultive très, très à l'intérieur. Oui, puis quelque chose aussi peut-être, quand on parlait du pardon par rapport à ses racines, par rapport à sa famille d'origine, par rapport à des croyances, peut-être une dissolution aussi de certaines croyances, surtout pour un ascendant sagittaire, tu vois, quelque chose qui permet que notre identité s'envisage différemment, qu'on se sente clair. appartenir, peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'appartenance où on dépasse notamment, tu sais, on évoquait aussi avec le contexte de la guerre en Ukraine, peut-être qu'on dépasse l'appartenance nationale ou quelque chose, qu'on se sent citoyen de quelque chose d'autre et qu'on a envie de s'engager là-dedans, je ne sais pas. Où je pense tout de suite à la guerre en Algérie. Il y a des mémoires là, avec les 60 ans des accords d'Évian, indépendance de l'Algérie. On parle beaucoup quand même de l'Algérie. Il y a beaucoup de mémoires qui sont réveillées et ça touche énormément de familles en fait. Donc c'est aussi toutes ces mémoires-là et cette identité-là. Si vous voyez, il y a une très belle exposition en ce moment à Paris, à l'Institut du monde arabe, sur des photographies et des textes sur la guerre d'Algérie. Donc, je suis dans le noir, moi. Mais... Non, ça va. Alors, l'ascendant Capricorne, Vénus, Jupiter, Neptune, et dans votre maison 3, il y a peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, non ? Profusion, quoi. Jusqu'à peut-être un excès. Oui. Peut-être aussi envie d'écrire des poèmes. Dans la maison 3. Des poèmes d'amour. Des poèmes d'amour. ou des textos. Maintenant, je ne sais pas si on écrit beaucoup de lettres. Peut-être un amoureux qui est un voisin avec la maison 3, tomber amoureux de son voisin. Ah oui, inattendu. Inattendu. Oui, surtout avec Uranus en maison 5. Bah ouais. Vous déménagez, nouveau quartier, vous allez vous promener au bar du coin et là vous tombez sur un voisin qui est un amoureux. Il vous laisse un petit mot. Un petit mot sous votre porte. Ou une correspondance secrète entre voisins, tu sais, qui s'échangent. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas tous les deux Vénus-Neptune, quoi. On vous met du Vénus-Neptune partout. Mais en même temps, c'est bien. Et toi, tu l'as en opposition aussi, comme moi. Oui, comme toi, ouais. Ah oui, on a le même. Non, mais oui, qu'est-ce qui se passe dans vos communications, dans vos échanges, il y a quelque chose qui peut être vraiment dans une grande fertilité, je dirais. Alors... Ah non, pardon, je suis allée dans le sens inverse. En Verseau, maison 2. Verseau, c'est maison 2. Un investissement ? Un investissement, oui. Et après, avec le défi aussi peut-être de ne pas justement se laisser happer ou séduire par un investissement ou par une dépense un peu fantaisiste, mais inutile. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un investissement qui est profitable, où on investit sur ses dons, sur ses talents. Tu vois, sur ses talents, ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me traverse tout de suite, c'est là où ça fait tellement longtemps qu'on avait envie de faire de la musique, par exemple, et puis on se lance dans la musique, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est marrant, tiens, parce que moi, je suis ascendant Verseau, je me dis, j'ai mon piano, il faut vraiment que que je trouve une prof et que je m'y tienne, quoi. Ouais, je crois que c'est cette maison 2, elle est belle aussi quand on fait fructifier ses talents, ses dons, ses compétences. Je trouve que c'est un beau moment, un bel endroit pour mobiliser cette maison 2, au-delà de toutes les questions financières qui peuvent l'animer. Parce que c'est aussi la maison de toutes les possessions, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, on termine avec les poissons, qui va vivre une belle mutation, une belle métamorphose de son identité. C'est peut-être vous qui allez, cher ascendant poisson, le vivre de manière le plus dans vos cellules, en quelque sorte. Oui. Ça peut toucher tous vos domaines. Vous pouvez vivre cet archétype à plein d'endroits. Et puis aussi dans votre identité, dans votre apparence. Ça peut être une métamorphose physique qui est la vôtre, et ça peut être une profonde métamorphose de votre identité, un retour. Je trouve que ce qui est très intéressant dans cet aspect, c'est vraiment cette question du
du retour à l'origine, quoi, du retour à la Mm. source. Il y a quelque chose Ouais. de ces boucles temporelles qui sont mobilisées, quelle que soit d'ailleurs la maison que ça touche. Mm. Et peut-être que voilà, dans cette maison quand même très identitaire qui est la maison 1, il peut y avoir un retour aux sources. Oui, c'est vrai. Voilà pour Voilà. cet horoscope. Quelques mots encore pour finir, peut-être partager nos coups de cœur, Caro? Oui, tu peux commencer? Allez, pourquoi pas? Et ben moi, c'est Pourquoi la Renaissance peut sauver le monde. L'imagination comme chemin. C'est un livre que j'ai découvert dans la grande librairie, l'émission euh, de télé. Et ça prend l'exemple de la Renaissance comme une période formidable de transition, de crise sociale, spirituelle, de pandémie, et qui est devenue un berceau de l'innovation, de la créativité. Et donc l'auteur se demande quel est le secret des hommes de ce temps. Est-ce que ça ne peut pas nous inspirer pour cette période que nous vivons actuellement? Et la clé, en fait, ce qu'elle nous donne à travers ce livre, c'est l'imagination hors norme, en fait. Donc, je crois que c'est la plus belle façon de se connecter à cet aspect, c'est de se connecter par l'imaginaire, et qui peut être aussi la fantaisie, mais disons par le contact avec le monde imaginal, le monde du sens. Très beau. Et toi, Caro? Moi, c'est L'inconnu sur Terre de Leclésio, de donc Jean-Michel Leclésio, qui est un livre que j'ai depuis très longtemps, d'ailleurs il est bien abîmé. Et j'aime beaucoup parce que c'est très poétique, on ne sait pas vraiment ce que c'est pas vraiment un essai, c'est pas vraiment une histoire, c'est pas... Et je trouve que c'est très Jupiter-Neptune avec cette connexion aux éléments, à l'eau, à l'enfance. Et j'aime beaucoup, moi, son écriture. Et quand je disais, tu sais, je disais ma Vénus-Neptune, que j'étais amoureuse de personnages de romans, moi, c'était Mondo et autre histoire, que j'avais découvert en CM2. Et en fait, j'étais fascinée, ou je ne sais plus dans quel livre de Leclésio, il y a un berger qui ne parle pas. Moi, j'étais amoureuse de bergers qui ne parlaient pas. Et, euh, et j'aime beaucoup voilà, L'inconnu sur Terre. Je l'ai aux éditions de l'Imaginaire chez Gallimard. Alors, ça fait longtemps que je l'ai, je pense qu'il doit être encore disponible. Mais je vais peut-être dire, La fin dit ceci n'est pas tout à fait un essai, pas tout à fait une tentative pour comprendre quelques mystères ou pour forger quelques mythes. Ceci est peut-être aussi tout simplement l'histoire d'un petit garçon inconnu qui se promène au hasard sur la terre, pas loin de la mer, un peu perdu dans les nuages et qui aime la lumière extrême du jour. Je trouve que Très beau. c'est très Jupiter-Neptune. Voyez ce qui cherche à naître autour de vous ou en vous. Voyez comment cet aspect Jupiter-Neptune se manifeste, parce que je crois qu'il va vraiment se manifester, parce qu'il est tellement fort au niveau astrologique. C'est une signature qui est tellement forte qu'il y a forcément un endroit de vos vies qui va vous atteindre et vous toucher. Et donc, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, à partager avec les autres, surtout que vous avez peut-être déjà goûté un peu de ce que ce Jupiter-Neptune vous apporte. Ouais. Moi, j'ai déjà vu un peu quels sont Moi aussi. les thèmes et les thématiques, donc c'est qu'il est déjà là. Et puis, il culminera en quelque sorte le 12 avril et jusqu'à fin avril avec Vénus. Donc tout ce Oui, mois exactement. d'avril, Oui. voilà, il est très présent. Et de toute manière, jusqu'en mai, il est là. Et il y a même Ouais. un orbe qui fait qu'il existe encore à la fin du deuxième Aussi, ouais. semestre. Donc, Oui, c'est et un je aspect qui pense que vraiment nous tient toute l'année. Donc, c'est un beau moment pour méditer dessus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas surtout ah oui. à le partager, à nous mettre 5 étoiles, un j'aime sur YouTube, et puis à nous rejoindre sur notre page Tipeee, Tipeee qui nous permet Oui. de financer cette initiative, et on vous propose des contreparties exclusives. Je rédige un horoscope chaque semaine. Sophia vous propose un beau dossier astrologique, alchimique et de techniques astrologie également pour ceux qui s'intéressent de manière un peu plus fine à l'astrologie. Et puis Caro répond à une de vos questions sur vos thèmes chaque mois. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette page Tipeee. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.